Bonjour à vous les amis, oui vous ne rêvez pas, je suis toujours en vie, c'est incroyable, je suis toujours vivant, je suis toujours là, assis devant ma caméra, avec un petit changement de décor évidemment, hein. La MIA a fait que, voilà, alors n'hésitez pas à aller suivre l'artiste qui a réalisé ces belles œuvres de One Piece. Il s'appelle Benjamin Winter, je vous mettrai son Insta dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un très bon artiste, il a un bon petit coup de crayon, comme vous pouvez le voir, en tout cas sur ces œuvres-là. Mais l'information essentielle, je suis toujours vivant, oui. Alors avant de commencer, petite excuse, petit mea culpa, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir respecté mon propre planning, déjà de 1 encore une fois, et surtout de ne pas avoir posté régulièrement des vidéos ces dernières semaines. Faut clairement vous dire que le mois de mars a été très chargé en termes scolaires. Le mois d'avril a été un peu compliqué personnellement, voilà, début avril, ma grand-mère est malheureusement décédée les amis, donc forcément je n'avais pas la tête à faire des vidéos, et la deuxième semaine je suis tombé malade comme un chien, donc si de temps en temps vous me voyez cracher mes poumons à terre, c'est normal. Voilà, ça a été des vacances de Pâques un petit peu relou, chiantes, pas gaies, mais voilà, le principal c'est que je suis là pour vous proposer une nouvelle vidéo, et ça c'est quand même le plus important et la meilleure chose à retenir aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs nous allons repartir pour un top perso, voilà, à défaut d'avoir une critique à chaud, une critique du mois, vous aurez quand même une grosse vidéo sur le mois d'avril, le top perso, centré les amis sur les arcs que je préfère dans Fairy Tail. Bien sûr, comme ça on va avoir une très belle vidéo, très grosse, très importante, sur les arcs de Fairy Tail que j'adore, et je vous rassure, un jour ou l'autre, on fera une vidéo sur les pires arcs de cette série, voilà, parce que oui, il y en a, mais on va parler des arcs que j'adore. Alors le premier arc, on va commencer de manière, je vais dire, décroissante. On va aller de l'arc que j'aime bien mais qui n'est pas transcendant, je vais dire, à l'arc qui est le plus incroyable de la série, que je regarderai tout le temps avec des pop-corn, un arc savoureux, une masterclass comme on dit aujourd'hui. Et on va commencer avec la 5e place. Un arc que vous allez voir, j'aime bien, mais voilà, il y a des choses qui peuvent encore s'améliorer dedans. Alors oui, j'en suis navré, mais je ne suis pas un grand fan de l'arc Edolas, voilà. C'est dit, je peux enfin expier cette petite faute, ce petit poids qui pesait en mon fort intérieur. Alors attention, je vais rectifier une chose, ce n'est pas parce que je n'aime pas cet arc que je le trouve immonde, au contraire. Il y a plein de choses dans cette partie-là de Fairy Tail que j'aime énormément. Déjà, j'aime beaucoup la partie du monde inversé, entre guillemets, la comparaison qu'il peut y avoir entre Earthland, donc qui est la partie où vivent les mages de Fairy Tail, et Edolas, qui est la partie, je vais dire, un peu céleste, un peu île céleste qu'on retrouve au-dessus de Magnolia, du royaume de Fioré. Ça j'aime énormément parce qu'on va retrouver les contraires des mages de Fairy Tail, leurs pendants d'Edolas qui ont une personnalité totalement différente, des méchants également totalement différents, à l'instar de Erza Nightwalker, voire même de Miss Gun qui est issue de ce monde-là, et on va apprendre petit à petit les origines de ce monde, comment est-ce qu'il s'est formé, qu'est-ce qui est précieux là-bas, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi est-ce que la magie est une denrée rare comparée à Earthland. Bref, il y a tout un panel de choses qui sont très bien amenées et qui sont très intéressantes. Et notamment sur l'aspect de la magie qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à Edolas, la magie est une denrée très rare, c'est quasiment très difficile d'en trouver dans la nature comparé à Earthland où voilà, la magie elle est présente grâce aux Eternano qui soient dans le sol, dans l'air, dans l'oxygène, dans les mages eux-mêmes. Ici à Edolas, non justement, la magie c'est quelque chose de très compliqué à obtenir, et pour ça il faut parfois compter sur la présence des animats qui vont amener, je vais dire, le stock de magie suffisant, que ça soit pour 3 semaines, 1 mois, 1 an, et forcément quand il y a eu Fairy Tail, quand Fairy Tail a débarqué au sein d'Edolas sous la forme d'une lacryma géante, ils ont eu de la magie, je vais dire, à profusion, et on a vraiment vu la joie des habitants qui ont pleuré, qui ont eu des larmes de joie, de tristesse, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et que Fairy Tail, eux, ils ont pris ça pour une attaque, une atteinte à leur intégrité physique, vous imaginez ?
Et malgré tout ça, eh bien non, je ne suis pas très fan de cet arc, parce que déjà pour moi il est beaucoup trop long, vraiment. Déjà l'arc Tenro a été très difficile en termes d'épisodes, ça a été vraiment une durée incroyable, je crois qu'il y a plus de 70, 80 voire 90 épisodes, faudrait vérifier. Mais l'arc Edolas, il est long et puis surtout il s'éparpille entre toutes les thématiques que je viens de vous citer, et en plus il en rajoute d'autres, notamment la question du racisme des Excides à l'égard des humains, qui est une énorme thématique que Fairy Tail aborde, mais qui va être éparpillée parce que, bah oui, on va passer beaucoup de temps sur Carla et Happy, sur leur jeunesse, sur leur vie à Edolas, donc on va un peu délaisser la partie racisme des Excides, on va avoir des combats incroyables mais qu'on va devoir expédier en 4ème vitesse, notamment celui entre Erza et Erza Nightwalker. Bref, il y a tellement de choses, tellement de sujets intéressants, importants, majeurs, mais qui passent parfois au second plan parce que l'arc est trop long, les gars. Quand vous avez un menu de 80 pages, à un moment donné, vous savez pas quoi prendre. Enfin bref, je vous rassure, il sera toujours mieux dans tous les cas que l'arc de l'horloge infinie ou de celui d'Horation 6 2.0. Parce que oui, je vous le dis, un jour ou l'autre, on va parler de ces deux arcs-là. Ces deux arcs infamants et horribles. Mais en attendant, on passe à la suite. Et bien forcément, bien évidemment que j'allais devoir en parler de l'arc de la Tour du Paradis parce que c'est un arc que j'aime beaucoup et qui à mes yeux est un moment marquant dans la série, qui change un petit peu la mentalité que la série Fairy Tail abordait. Alors certes, il est assez court, hein, moins de 10 épisodes hein, je pense, donc c'est un des arcs, je vais dire, les plus courts de la série, mais il est tellement puissant, il est tellement incroyable. Il n'est pas seulement incroyable pour l'intronisation du couple Jelal-Erza, des tensions qu'il peut y avoir entre les deux, du passé qu'il va y avoir entre les deux personnages, qui va être expliqué, on va lever le voile sur ce passé, mais surtout, il est tellement important parce qu'il démontre enfin, je vais dire, la dévotion que le peuple des mages en l'occurrence peut avoir pour Zélef, et l'obsession qu'on peut avoir pour la magie noire, pour obtenir cette magie noire, que ce soit par tous les moyens. On peut également parler d'une autre chose que va aborder cet arc, c'est-à-dire les sacrifices qu'on va pouvoir faire sur le plan mental et physique pour accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. C'est ce que Jelal a fait, bien évidemment, hein. On s'en est très vite rendu compte que pour accéder au rang suprême, c'est-à-dire aux membres du conseil de la magie, il n'a pas seulement dit « Bonjour, je suis Jelal, j'aimerais bien venir chez vous, c'est possible de m'embaucher ?» Non, il a dû, à mon avis, faire quelques petites manigances, quelques petites magouilles pour arriver aux hautes sphères du pouvoir, tout simplement. Sans parler du combat important entre Natsu et Jelal, qui, à mes yeux aujourd'hui, reste encore un des combats les plus importants, les plus marquants de l'anime de Fairy Tail. Et pas seulement, je vais dire, pour les petits punchs qui sont envoyés, les petites punchlines, les petites frasques. Non, c'est justement ce combat, il a une saveur de libération pour Erza, parce que la victoire de la salamandre va permettre à Erza de passer à autre chose, tout simplement, d'être libéré et de sortir de 8 années de cauchemars, de terreur, de peur, de frayeur, d'angoisse. Donc ça a été véritablement un moment marquant, que ça soit pour Fairy Tail, pour Natsu, pour Jelal, mais aussi pour Erza qui a enfin pu se libérer. Et malgré tout ça, malgré toutes ces bonnes choses, l'arc est bien trop court, vraiment. Il est beaucoup trop court pour la qualité qu'il apporte. Je vais dire 10 épisodes, ok, c'est le début de l'animé. D'accord, Hiro Mashima n'avait peut-être pas envie de s'étayer sur énormément de détails, mais 10 épisodes sur un arc qui apporte tellement de changements, tellement de nouveautés dans la magie, dans la manière d'aborder la magie, dans la manière dont on va vénérer la magie, 10 épisodes c'est rien quoi, c'est très court. Alors je vous avoue, face à cela, j'aurais quand même aimé apprendre un petit peu plus sur la relation entre Jelal et Ultia pour créer de toutes pièces ce plan machiavélique, hein, parce qu'ils n'ont pas sorti de leur chapeau quand même, faut pas déconner. J'aurais souhaité également découvrir et comprendre en profondeur le lavage de cerveau fait par Jelal envers les amis d'Erza, mais surtout, j'aurais aimé connaître ce qu'a pu faire Jelal et comprendre comment Jelal a pu accéder aux hautes sphères du Conseil de la Magie pendant ces 8 dernières années. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Comment est-ce qu'il s'y est pris? Qu'est-ce que Erza, justement, elle a fait pendant ces 8 ans? Oui, elle a intégré Fairy Tail, mais entre eux, il s'est passé des choses. Donc vous voyez, il y a des petits trous qui manquent de temps en temps, et ça aurait été vraiment cool de les combler
pour avoir un arc, je vais dire, magique, magnifique, intemporel. Voilà, l'arc reste très bon, mais par moments oubliable, malheureusement, même s'il est très 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 bon. Avec cet arc, on va rentrer dans du très lourd, vraiment, et je pense qu'on peut le dire sans honte, l'arc de Tenro dans Fairy Tail est ce qu'on appelle aujourd'hui une petite masterclass. C'est un petit chef-d'œuvre, c'est quelque chose que Fairy Tail a très très bien réussi avec cet arc, c'est d'en faire un arc intemporel. Je vais dire, demander à n'importe quel fan de Fairy Tail, et on va être sincère entre nous les gars, Tenro, c'est quand même incroyable. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est un petit peu le Infinity War de Fairy Tail, hein, quand même, Tenro. Faut quand même le dire, il y a quand même eu une sacrée bataille sur cette île mystique. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de cette île. Déjà, c'est quand même le sanctuaire de Fairy Tail. Rien que ça nous donne des frissons. Ça nous donne envie de comprendre pourquoi cette île est si importante. Qu'est-ce qu'elle a de mystique. Notamment avec la fameuse tombe, on peut le dire maintenant, de Mavis. Hein, qui, voilà, je sais pas si vous avez regardé Fairy Tail, mais est-elle vraie, est-elle fausse, est-elle enterrée là-dedans, n'est-elle pas enterrée dans cette tombe? Voilà, je laisse un peu le suspense, mais la fameuse tombe de Mavis, en tout cas, est assez intéressante dans cet arc. Ensuite, ce qui est évidemment très cool avec l'arc Tenro, c'est le rite de passage qu'il représente. Il y a un véritable changement qui va se créer sur cette île, parce que les mages de Fairy Tail sur cet îlot vont passer, je vais dire, de l'enfance à l'âge adulte. C'est un petit peu le cas pour tous ceux qui sont passés mages de rang S. Ils ont grandi en passant les épreuves, je vais dire, de passage, les rituels de passage sur cette île. La preuve avec Erza, avec Miragen, avec Luxus, ils sont tous passés mages de rang S sur cette île. Et rien que ça, c'est quand même incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là les amis, parce que l'arc Tenro est également important. C'est un moment charnière dans la série qui va faire passer nos héros du statut d'adolescents qui découvrent un petit peu le monde de la magie avec un regard un peu niais, un peu bébête, à l'âge adulte assez rapidement, assez brutalement d'ailleurs, hein. Il va y avoir un véritable changement générationnel à travers cet arc où les mages de Fairy Tail vont clairement grandir. Ils vont grandir, ils vont mûrir et ils vont prendre en maturité. Une caractéristique qui se retrouve parfaitement dans les combats qui ont été menés par Fairy Tail contre Grimoire Heart. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, rafraîchissez un petit peu votre mémoire, les duels contre Grimoire Heart ont tous été épuisants, éreintants, physiquement, mentalement, des combats durs, violents, difficiles. Tous ont donné un petit peu leur vie sur le champ de bataille, et ça a été très compliqué. J'en veux pour preuve le duel final contre Hades. Les membres de Fairy Tail, ils sont quasiment à genoux. Ils n'ont plus de force, ils n'ont plus d'envie, ils ont les muscles, je vais dire, raplapla, ils n'ont même plus la motivation, mais ils arrivent quand même à aller chercher ce dernier boost, ce petit truc en plus, pour vaincre Hades, parce qu'ils savent pertinemment qu'Hades c'est le boss final, il faut le battre, sinon tout ce qu'ils ont fait avant, ça n'aura servi à rien. Et j'en profite également pour dire que le duel contre Hades, c'est d'ailleurs un des plus grands combats que l'anime ait pu proposer. Voilà, je parlais tout à l'heure de Jelal Natsu, Hades contre Fairy Tail, c'est un des combats les plus épiques de cette série, vraiment. Et c'est un, moi, qui me fout toujours les frissons chaque fois que je le revois. Non seulement parce que oui, les mages de Fairy Tail, ils sont à bout, ils n'ont même plus de force de se battre. Et Hades, lui, il est tellement puissant, il est tellement fort qu'on lui trouve pas de faille. Mais il a quand même une faille. Et la faille, elle est exploitée au maximum par les membres de Fairy Tail qui vont pulvériser Hades, vraiment. Et ça reste un combat mythique. Bref, entre des petites apparitions de élèves, des révélations, des comebacks inattendus, des combats haletants, une Erza à son prime contre Azuma, où Erza était quand même à ce moment-là intouchable, voilà, faut quand même le dire, sans oublier une vision d'horreur face à Acnologia et à la mort prégnante qui régnait à ce moment-là, on peut clairement dire que l'arc Tenro c'est une véritable pépite. Pour l'instant, c'est très difficile de faire mieux. Alors, il y a un arc qui a fait mieux, mais Tenro, ça reste quand même une petite masterclass. Mais il y a quand même des petits détails qui subsistent encore, qui font que ce n'est pas l'arc le plus incroyable de cette série. Et tout comme Edolas, Tenro propose une chose qui, par moments, fait qu'on s'éparpille un petit peu trop, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages sur lesquels on pourrait s'intéresser. Voilà. Il y a tellement de bons personnages qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête, on ne sait plus vraiment qui est mieux que l'autre,
qui va encore être mieux que l'autre, et surtout les alliances changent énormément, donc parfois c'est très difficile de savoir qui est avec qui. Et il y a une autre chose qui pour moi manque un petit peu de sel, c'est la rancœur que va éprouver Ultia envers sa mère, envers ses actes, envers ce qu'elle a considéré étant enfant comme de l'abandon. Alors on se rend compte qu'après, ben non, la mère d'Ultia, Ul, voulait simplement l'aider, lui permettre de retrouver, je vais dire, une vie calme, sereine, mais elle ne pensait pas que voilà, Ultia serait malheureusement maltraitée par des gens qui apprécient la magie noire. Mais malheureusement, la rancœur que va éprouver Ultia, elle est bien trop expéditive, et on aurait dû exploiter davantage ce point-là. Mais ça ne reste que des petits points par rapport à tout ce qui a déjà été dit, mais ça reste un très bon arc. S'il existe bien un arc au sein de Fairy Tail qui a su me faire passer des doutes aux larmes, de l'angoisse au stress, de la joie à la tristesse, de la peur à l'angoisse, c'est bien sûr l'arc, je vais dire incroyable, des jeux intermagiques. Voilà. Alors je vais raccrocher à ça l'arc contre le Rogue du futur, parce que vraiment, tout s'emboîte dans cet arc et il est vraiment insane. En vrai, il est incroyable. Tout est vraiment bon dans cet arc. C'est très difficile de trouver, je vais dire, le petit défaut, la petite bête, parce que notamment toutes les épreuves sont incroyables, voilà, toutes. Elles ont des enjeux dingues, les combats sont dingues. Je pense notamment au Pandémonium qu'Erza a effectué en affrontant les 100 monstres qu'elle a vaincus sans problème, hein, voilà, comme Erza pourrait le faire. On a d'autres duels très intéressants, je pense notamment à Mistgun contre Jura, à Kagura contre Erza et Minerva, à Natsu contre les dragons jumeaux de Sabertooth, voire encore le duel un peu mignon et attendrissant entre Wendy et Cheria, un duel novateur qui a vraiment façonné l'amitié entre les deux jeunes femmes. Donc voilà, il y a vraiment à boire et à manger en termes de combat, et c'est vraiment cool. Et j'aime énormément l'angle qui a été choisi durant cet arc et durant ce qu'on a voulu aborder tout simplement, c'est-à-dire qu'on a voulu remettre en question la suprématie de Fairy Tail dans le monde de la magie. Savoir que quand les mages sont revenus de l'arc Tenro, il y a 7 ans qui se sont écoulés. Alors certes, Natsu et compagnie, ils n'ont pas vraiment vieilli sur le plan physique ni sur le plan mental, mais tous les autres, oui. Du coup, Fairy Tail a dégringolé au classement et s'est retrouvé tout en bas de la hiérarchie. Et l'objectif, voilà, c'était de dire: Fairy Tail, vous avez été puissant pendant des années, maintenant, laissez place à la jeune génération, à Sabertooth, qui est vraiment la nouvelle référence, la nouvelle guilde qu'il faut absolument suivre. Donc voilà, il y avait véritablement une remise en question de la hiérarchie, des places que pouvait occuper Fairy Tail dans le monde de la magie, et son objectif forcément de retrouver les sommets, qui est tout aussi important. Une rivalité va d'ailleurs être mise en place entre les deux guildes, qui va très souvent dépasser le cadre sportif et donc le cadre du terrain. Forcément, on se rappelle tous le carnage qu'a provoqué Natsu au sein du QG de Sabertooth durant les jeux pour récupérer Happy, mais surtout pour se venger un petit peu de ce qu'ils avaient fait subir à Yukino. Donc voilà, vraiment, il y a une rivalité qui s'est glissée entre les deux guildes, une rivalité importante et qu'on a très bien remarqué au fil des épisodes. Je vous passerai un petit peu les détails aussi du retour de bâton de la part de Sabertooth, qui s'est vengé comme il se doit face à Fairy Tail, notamment lors de l'épreuve aquatique, où Minerva s'est amusée à flageoler avec plaisir, avec envie, la pauvre Lucie avec un fouet d'eau. Voilà, ça a été un moment assez dur, assez compliqué, qui a marqué forcément Lucie, mais beaucoup Minerva par la suite, qui a eu énormément de mal à s'en remettre, même dans la saison finale, on revient un petit peu sur ce sujet-là sur le tapis. Donc voilà, il y a eu des choses intéressantes et des mauvaises choses de la part des deux camps, mais voilà, c'est la beauté du sport aussi. Mais là où l'arc est très fort et très important, c'est qu'on a également eu droit à un projet mené dans l'ombre par la princesse Jade, à savoir le projet Eclipse. Et même rien que le nom, ça vous donne un petit peu le ton, On sait que voilà, l'objectif c'était d'ouvrir la porte des esprits pour permettre de revenir en arrière, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, retrouver Zélève, bref, il y avait toute une intrigue autour de ça. Et donc même le projet de la princesse a été, je vais dire, un petit peu le cœur névralgique de la deuxième partie de cet arc. Alors cette partie, elle est tout aussi intéressante dans l'arc, parce que certes, ça nous donne des combats stressants, palpitants, angoissants,
on découvre un petit peu toute la partie souterraine du château de Crocus avec le cimetière des dragons, où forcément c'est Acnologia hein, qui était derrière tout ça, un seul homme, hein, voilà. Mais surtout, ça permettait de faire entrer en scène le Rogue du futur, qui était véritablement le méchant, l'antagoniste de cette partie, qui n'avait qu'une seule et unique envie, c'était que la porte reste fermée, que personne ne l'ouvre, et pour ça, il fallait tuer littéralement les personnes responsables, à savoir Lucie et Yukino, mais notamment Lucie, qui était véritablement la cible de Rogue du futur, qui voulait tout simplement sa mort. Voilà, c'est clair et net. L'arc parfois se perd un petit peu en contenu, avec des questions un petit peu trop précipitées, voire laissées en suspens, mais pour le reste, cet arc, à la fois des jeux magiques et de la porte éclipse, c'est une pépite dans Fairy Tail. Voilà, il y a rien à dire, que ce soit les OST, les openings, s'il vous plaît, l'opening 16, il est incroyable, la tension entre les personnages, la tension durant les épreuves, on a véritablement un arc haletant et ça fait plaisir. Et avant de passer au numéro 1, les amis, nous allons avoir quelques petites mentions honorables, parce que oui, un arc, une partie sur Fairy Tail, voilà, il faut quand même des petites mentions honorables sur certains arcs qui méritent un petit peu de lumière aussi. Vu que l'anime s'est terminé très récemment, forcément je devais apporter une petite mention à l'arc d'Arbalès. Alors certes, il a des défauts, il a parfois de gros défauts qui sont un petit peu gênants, mais pour le reste, c'est un très bon arc où il y a de la tension, il y a de l'émotion, c'est palpitant, c'est stressant, et puis surtout ça permet de réintroduire Zélef, de réintroduire son combat final contre Natsu, le retour forcément autour des théories de ND, de Zélef, et ça permet aussi de faire entrer les 12 Spriggan, qui est finalement l'armée finale de Zélef, hein, qui à Tartaros n'était qu'une petite illusion. Voilà, Tartaros c'était un petit peu ses vassaux, là on a véritablement ses big boss, les gens qui travaillent vraiment pour lui, donc ça aussi c'était intéressant. Et malgré tout, je reste assez sceptique sur le traitement qu'on a accordé à beaucoup de personnages. Je pense notamment à Brandish, qui pour moi est une des grandes déceptions de cet arc. Voilà, parce que oui, son pouvoir de rétrécir et de réagrandir à volonté, c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. Je rappelle que c'est une gente dame qui a des pouvoirs bien supérieurs à ceux de Makarov. Et pour moi, elle retourne beaucoup trop facilement sa veste, elle a été très mal gérée, alors qu'elle aurait pu être bien plus cruelle que ce qu'on a voulu nous démontrer. Je vous parle même pas de la pseudo-mort de Makarov, qui est une insulte, je trouve, dans cette fin de saison, voilà, et qui prouve encore une fois que Fairy Tail est incapable de faire mourir ses personnages, qu'il y a eu un traumatisme à l'époque de Simon, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quelles insultes, quelles menaces a pu recevoir Hiromashima, qu'est-ce qui s'est passé, mais ce moment-là a été déterminant parce que depuis Fairy Tail ne fait plus mourir ses personnages, ne fait plus mourir personne et c'est embêtant. Voilà, donc ça c'est un peu décevant. Alors forcément, il y a tout aussi eu le combat Natsu-Zélef qui parfois est un peu trop statique, les duels entre certains 12 Spriggan qui se finissent beaucoup trop rapidement, mais dans l'ensemble, ça reste un bon arc. C'est pas un arc excellent, mais il est bon. Fairy Tail Zero, au-delà d'être un arc de transition, je vais dire, entre la fin de Tartaros et le début d'Arbalès, est également une petite pépite, un chef-d'œuvre sous-estimé de cette série qui, en 12 épisodes, nous replonge véritablement dans les fondations de Fairy Tail, vraiment. Beaucoup de passages sont émouvants dans cette petite série, que ce soit l'attaque sanglante de Blue Skull envers Red Lizard, l'amitié naissante entre Mavis et Zera, l'arrivée de Yuri et de ses compagnons sur l'île et de la rencontre avec Mavis, la rencontre forcément mythique entre Zélef et sa petite blonde, voire l'accident que Mavis a subi en utilisant pour la première fois la loi des fées, qui forcément lui a coûté le reste de sa vie, son âge adulte, et l'a fait bloquer dans un âge ado. Donc voilà, il y a tellement de choses intéressantes, belles, poignantes dans ce petit arc, et c'est très plaisant. Et enfin, vous savez pourquoi j'aime énormément l'arc Nirvana? Eh bien, c'est parce qu'il vient contrebalancer la véritable bouillie indigeste qu'on nous a servi durant l'arc de la bataille de Fairy Tail, qui, dans le manga, est bien mieux expliqué, bien mieux dessiné, bien mieux retranscrite que dans l'anime où c'est juste un scandale, ces 10 épisodes
qui sont vraiment insupportables, mais l'arc du Nirvana est venu contrebalancer tout ça. Parce que, primo, nous avons quand même eu droit à un combat haletant et incroyable entre d'un côté la guilde de Fairy Tail et une des guildes puissantes à l'époque de l'Alliance Baram, à savoir Oration 6, ou les 6 prières pour ceux qui ont fait espagnol. Secondo, nous avons eu le retour inattendu, vraiment, de Djellal après sa dérouillée à la Tour du Paradis et toute la quête qu'il va essayer de faire pour retrouver la mémoire en ne se rappelant que d'une seule chose, à savoir le prénom d'Erza. Et c'est d'ailleurs très intéressant durant tout ce passage où Erza va tenter de redonner confiance à Djellal, va tenter de le reconstruire petit à petit, de lui faire retrouver ses souvenirs, tout en prenant soin de lui, parce qu'il faut pas oublier que Djellal, il n'était pas non plus au mieux de sa forme à ce moment-là, et que Erza a vraiment pris soin de le prendre sous son aile, de lui dire ok, tu ne vas pas bien, c'est pas grave, on va se reconstruire tous les deux, tu vas voir, on va le faire petit à petit. Donc bref, ça aussi c'était très intéressant. Et Nirvana, c'est d'ailleurs l'exemple parfait d'un art qui permet de mettre en balance le bien et le mal d'un côté, nos actes et nos erreurs, nos jugements et ce qu'on va faire pour remettre en question ces jugements, l'alliance d'un côté entre la lumière et les ténèbres, les erreurs qu'on a pu commettre par le passé et qu'on a envie de rattraper pour justement retrouver une certaine sérénité, que ça soit dans notre corps ou dans notre esprit. Donc bref, l'arc du Nirvana est vraiment un très bon arc qui permet de retrouver, je vais dire, l'essence un petit peu de Fairy Tail qui a malheureusement été un peu clairsemée, éparpillée après la bataille de Fairy Tail qui, encore une fois, je le dis, était juste indigeste. Et ça, on en parlera dans les arcs les plus affreux de cette série. Bref, c'est la fin des mentions honorables, ça fait 35 minutes de vidéo, il est temps maintenant d'attaquer la partie finale, à savoir le numéro 1, le number 1 de cette série. Alors quel est l'arc que je préfère le plus? Forcément, si vous avez vu Fairy Tail, vous devez un petit peu vous en douter, mais on va quand même en parler. Direction Tartaros. Vu que vous avez vu cette transition, vous savez désormais que l'arc que je préfère le plus dans cette série, que je chéris le plus par-dessus tout, ça reste celui sur Tartaros, la guilde ultime de l'Alliance Baram. Tout est réuni dans cet arc pour qu'il soit bon. Le stress, la tension, la peur, l'émotion, la difficulté et surtout une touche d'espoir pour les années à venir. Ce que j'aime particulièrement avec cet arc, c'est tout l'aspect mystique qu'on va retrouver autour de la guilde Tartaros. Une guilde de l'Alliance Baram qui est souvent restée en retrait, restée en dehors des combats, des conflits, mais qui dans l'ombre a pu augmenter petit à petit ses effectifs, sous l'œil avisé bien évidemment du cher beau gosse Zelef. Parce que oui, notre mage noir est quand même le modèle, est quand même celui qui est derrière, qui a bâti, entre guillemets, cette guilde et toutes les croyances qu'on peut y retrouver. Alors je vous l'accorde, Zelef c'est pas un enfant de cœur, c'est pas un modèle, c'est pas quelqu'un à prendre en exemple, il a provoqué des guerres sanglantes, des duels horribles par le passé, mais il est pris en dévotion par ses propres créations, par les propres créatures, les Eterius, qu'il a façonnés à son image, qui eux n'attendent qu'une chose, c'est le retour de Zelef. Preuve en est, comme je vous l'ai dit, avec la totalité des Eterius, donc les démons que Zelef a créés, qui sont issus de ses propres livres, de ses propres ouvrages bien évidemment, qui n'attendent qu'une chose, retourner auprès de Zelef dès que le sort Fey sera lancé sur Magnolia. Alors forcément, ils ont presque réussi, mais l'arc réussit parfaitement ses antagonistes, comme vous pouvez le voir, mais aussi ses protagonistes, et ça c'est important. Parce que pour une fois, contrairement aux autres chapitres et aux autres arcs de la série, Fairy Tail n'est pas seulement confrontée à un ennemi, Fairy Tail est également confrontée à elle-même, à ses propres tourments. Je m'explique. Ses propres tourments qui ont fait souffrir la guilde de l'intérieur, que ça soit par le problème d'Elfman qui a détruit le QG, alors oui il était sous contrôle mental mais il a quand même démoli le QG, aux sévices que Erza a subi contre Kyoka dans la salle de torture de cette dernière, voire le combat difficile et douloureux de Wendy contre un des Eterius qui a été terrible pour la petite, qui a vraiment dû lutter pour rester en vie. Preuve que tout ce que je viens de vous dire, tout ce que les mages de Fairy Tail ont vécu pendant la guerre contre Tartaros, ça a été épuisant physiquement et mentalement pour vaincre cet ennemi.
Mais là où l'arc Tartaros est incroyable, c'est dans sa capacité à nous faire ressentir des émotions incroyables, à nous faire passer d'une émotion à l'autre et à nous faire véritablement comprendre la dure réalité de ce conflit. Parce que oui, plusieurs scènes m'ont marqué, j'ai été soufflé par la puissance des démons de Zélef, ça c'est déjà une chose. J'ai été, je vais dire, un petit peu groggy et stressé de voir le QG être totalement détruit, parce que ça fait quand même mal, c'est toute une histoire qui s'effondre, tout un bâtiment, toute une institution. J'ai été étonné, conquis par la combativité de la jeune Wendy pour rester en vie face à un Deseterius. Et surtout, ben voilà, comme tout le monde, j'ai été effondré de voir une Lucie attristée de devoir briser et casser la clé d'Aquarius pour venir en aide à ses amis. Ça a été un véritable crève-cœur, ça aussi. Et Tartaros tient également toutes ses promesses dans les combats. Les combats parfois sont peut-être un peu lambda, un peu sans intérêt, mais on va passer sans attendre à un combat haletant entre Mardgeir et Natsu, entre Mardgeir et le roi des esprits, entre Grey et son père, entre Kiss et Jubia. Bref, il y a véritablement des combats qui sont palpitants, qui sont poignants, qui sont haletants. On est vraiment dedans du début à la fin. Mais la plus belle conclusion que l'arc Tartaros peut nous offrir pour cette série, c'est que les personnages durant ce combat, durant ce conflit, ont tous acquis de l'expérience et une maturité à toute épreuve. Parce que les combats ont été tellement rudes, tellement difficiles, mentalement et physiquement, et bien que oui, ils ont grandi, ils sont devenus véritablement adultes au bout de cet arc, ça aussi c'est incroyable. Et surtout les personnages ont été confrontés à la mort sur le terrain. C'est quand même dur aussi ça. Certains ont été confrontés à la perte d'un être cher, je pense notamment à Grey, qui a vu son père mourir devant lui, alors qu'il venait à peine de le retrouver, et il savait que forcément il n'aurait pas l'occasion de pouvoir rester plus longtemps avec lui. Donc oui, des personnages ont été confrontés à de dures réalités durant cette bataille, et c'est quand même une chose qu'il faut quand même noter, c'est Tartaros. Tartaros a su nous prouver que Fairy Tail pouvait encore gagner en maturité et en intensité. C'est pour toutes ces raisons que je viens de vous citer que pour moi, à mes yeux, l'arc Tartaros reste quand même une belle masterclass dans cette série. Un arc qui conclut des épisodes narratifs qui en ouvrent de nouveaux, parce que oui, on a eu forcément la perte d'Ignir qui a été très douloureuse pour Natsu, on a eu la perte de Grey, d'Aquarius, Jubia contre Kiss, bref, il y a vraiment eu tellement de choses qui sont passées, mais surtout, cet arc ouvre de nouvelles choses. Ça permet de repartir sur de nouvelles intrigues, de se demander qui peut bien être END, quel est le rapport avec Natsu et Zélef. On va avoir par la suite, forcément on le sait, le retour Natsu-Zélef dans un combat haletant. Donc oui, l'arc Tartaros a fermé des portes, mais en a ouvert d'autres, et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a vraiment eu un roulement, tout un battement qui s'est poursuivi pour nous amener finalement à la fin de la série. Et voilà. Je trouve que Tartaros conclut bien tout cela, et ouvre de nouvelles choses de la plus belle des manières aussi. Nous avons fait 44 minutes de vidéo les amis, j'espère vraiment que cette vidéo ne sera pas trop longue, je le souhaite de tout cœur, mais voilà, nous avons conclu cet épisode, ce top perso, sur les arcs que je préfère dans Fairy Tail. Alors oui, certes, certains arcs que vous aimez vous ne se retrouveront peut-être pas dans ce top là, mais voilà, ça reste un classement qui est subjectif, qui n'appartient qu'à moi, et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire votre propre classement, vos classements dans les commentaires, pour savoir justement quels sont les arcs qui vous font vibrer, qui vous font kiffer durant cette série. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est le plus important, de vous abonner à la chaîne. C'est juste ici, voilà, où vous pouvez voir le nom de ma chaîne forcément, et aussi le nom de mon blog, L'Actu en Vrac, où je poste de temps en temps des petits coups de cœur, des petits coups de gueule. Donc bref, n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont juste en dessous. Et quant à moi, je n'ai plus grand chose à vous dire, mis à part, portez-vous bien, amusez-vous bien durant ce retour à l'école, voilà, c'est presque fini. Et nous, on se retrouve, je l'espère, le mois prochain pour de nouvelles vidéos. Espérons-le, j'aurai un peu plus de temps normalement, je croise les doigts s'il vous plaît. Mais bref, je vous promets qu'on essaiera de se retrouver assez vite pour la fin de l'année, pour retrouver les critiques à chaud, les petites critiques du mois et d'autres vidéos annexes. Mais en tout cas, merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, d'aimer vos proches, et moi je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Salut!